Bien, Thierry Jamin, bonjour. Bonjour à toi qui est au Pérou. Et puis, moi qui suis à Joyeuse. Tu étais invité au salon pour ça. Ce livre-là, c'est de la balle. Je vous le recommande, amis auditeurs, spectateurs et lecteurs. Bon, moi, j'en parlais avec Jean-Claude Bourret tout à l'heure. J'avais découvert son livre dans les années en 1974-76 sur les ovnis, un de ses tout premiers livres. Et ça remonte à il y a 50 ans pour moi. Et quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le Matin des magiciens, ce livre, certaines lectures que j'avais fait quand j'étais ado, L'Obscene Grandpa, je crois que c'était La Caverne des Anciens. Et c'est hallucinant, parce que je ne comprends pas comment le contenu d'un tel livre, on n'en parle pas dans les médias mainstream, on n'en parle pas sur Internet. Enfin, j'ai bien vu effectivement des vidéos, des commentaires sur ce livre, mais pas à la hauteur de la révélation que le contenu comporte. Ce livre, il est très riche, il est rempli de photos. Alors, pour ceux qui ont du mal à lire, déjà, vous allez vous régaler à regarder toutes les photographies. C'est une histoire assez incroyable, que si tu peux nous résumer en quelques mots, pour dire aux spectateurs et auditeurs et lecteurs ardéchois en quoi ce livre est étonnant. Vas-y, je te laisse la parole. Je précise que tu es archéologue français, que tu vis au Pérou et que tu faisais des recherches, que tu fais toujours pour découvrir la fameuse cité de Paititi. Alors ça, moi, ça rappelle aussi mon enfance quand je lisais Bob Moran. Je ne sais pas si tu as connu Bob Moran, mais bon, c'était l'Indiana Jones franco-belge de l'époque, et un aventurier de l'Amérique du Sud, un peu comme toi, hein, en ce temps-là. Et donc, tu as été confronté à une exceptionnelle découverte de petites momies qu'on aurait pu croire que c'était au début des poupées. Et d'ailleurs, c'est ce que certains ont voulu, en tournant le sujet négativement, dire ce sont des poupées, mais pas du tout. Peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît? D'abord, Pierre-Antoine, je voulais te saluer bien chaleureusement depuis le cœur de la Cordillère des Andes et en profiter pour saluer ma très chère éditrice, Christelle. Et alors, je voudrais tout de suite préciser, je le précise toujours quand quand je fais des interventions à l'Institut Incarri, ici à Cusco, nous ne sommes pas des ufologues. Nous n'avons rien à voir avec l'ufologie, qui est une science ou une discipline absolument passionnante. Mais nous, ici à Incarri, on fait principalement et presque exclusivement de la recherche archéologique. Et on travaille avec les autorités péruviennes du ministère de la Culture, du ministère de l'Environnement. Ce n'est pas toujours simple avec eux, mais on essaye toujours, autant que faire se peut, de respecter les protocoles de la recherche archéologique moderne. Et d'ailleurs, c'est ce même protocole que l'on a essayé d'appliquer à ce fameux cas des momies non humaines de Nazca. Et je voudrais également profiter vraiment très chaleureusement pour remercier Christelle de nous avoir fait confiance et d'avoir eu cette folie, je dirais presque, d'éditer ce livre qui est vraiment magnifique. Christelle n'a pas fait les choses à moitié à travers les éditions Atlante, puisque comme tu as eu la gentillesse de le rappeler, il y a non seulement du texte, mais également beaucoup d'images, beaucoup de photos, beaucoup de scanners et de rapports d'analyse. C'est vrai que l'affaire des momies de Nazca est une affaire qui est devenue mondiale et qui est extrêmement polémique et controversée. Il y a les tenants de l'authenticité et puis il y a les pourfendeurs, les tenants de la fraude. Et pour certains, je serais même l'âme damnée, la diabolique de cette affaire avec laquelle je me ferais des tonnes d'argent. Et c'est pour essayer de répondre aux uns et aux autres que
nous avons, avec Christelle, voulu publier ce livre en essayant d'être le plus factuel possible. C'est-à-dire, bon, moi, plus qu'archéologue, bon, je suis historien et géographe de formation. Alors, c'est vrai qu'en France, j'ai réalisé mes études à l'université François Rabelais de Tours et à Toulouse 2, à l'IPEALT de Toulouse, pour faire de la recherche archéologique hors de France. Mais je suis surtout de formation historien et géographe. C'est ma formation d'historien qui me fait, qui fait faire que je suis très attaché aux faits et c'est ce que j'ai essayé de m'atteler à travers ce livre. Alors, tu dis ce livre a suscité de la polémique. Moi, un des aspects qui m'a sidéré dans la lecture de ce livre, c'est de montrer toutes les manœuvres qu'il y a eu autour de votre action pour étouffer le sujet, voire pour le dévoyer, notamment avec des propositions de vous acheter, moyennant plusieurs milliers de dollars, pour dire, bon bah oui, allez, c'était un canular. Et ça montre qu'il y a là un vrai sujet, très dérangeant. Alors tu dis que tu n'es pas ufologue, j'entends bien, ça n'est pas ton domaine de compétence, mais cette découverte a quand même beaucoup à voir avec le sujet de l'ufologie. Je m'en entretenais pas plus tard que tout à l'heure avec Jean-Claude Bourret, parce que parler quand même de créatures qui sont humanoïdes, mais d'une taille beaucoup plus petite, avec une constitution très étonnante au niveau physiologique, puisque toutes les études sont là-dedans, tout y est, les scanners, les radiographies, l'analyse ADN, pour arriver à un constat qu'il y a même des prothèses métalliques et des œufs dans certaines de ces créatures. Alors, bon, peut-être qu'elles ne viennent pas d'une autre planète, mais en tout cas, elles ne font pas partie de notre espace-temps et de nos connaissances scientifiques. Donc c'est vertigineux, les perspectives de ce livre. Et j'insiste vraiment auprès des lecteurs pour vous le recommander très vivement. C'est un voyage dans l'univers, non pas cette fois-ci comme Le Matin des Magiciens ou des ouvrages comme ça, où on rapportait des témoignages d'autres. Là, c'est du direct. Ces momies, elles sont là, elles sont observées. On a essayé de vous les voler, de vous les reprendre de force au niveau des autorités, des pouvoirs publics. Et donc vous vous battez pour les défendre et surtout faire éclore la vérité. Mais la vérité est manifestement un combat. Ah, tout à fait, ce n'est pas de tout repos puisque les autorités péruviennes au ministère de la Culture continuent à faire pression sur l'équipe magnifique d'universitaires qui autour du docteur Roger Zuniga, qui est un anthropologue à l'Université nationale San Luis Gonzaga de Ica, cherche à refaire les analyses que nous avons nous-mêmes réalisées avec nos amis de Tercer Millenniaux et de Gaïa pour confirmer ou invalider les résultats de toutes les analyses que nous avons réalisées entre 2017 et 2019. Et donc, les autorités du ministère de la Culture essayent encore par tous les moyens de récupérer ce matériel qui est actuellement conservé dans cette université à Ica et les manœuvres de la part également de certains pourfendeurs, détracteurs, on va dire, de l'affaire, notamment au Pérou, cherchent à décrédibiliser l'affaire et cherchent à exploiter des failles dans cette histoire, parce qu'il y a des failles pour démontrer qu'il s'agit d'une escroquerie moderne. Et donc, on essaye de se battre pour faire connaître cette affaire à travers le monde, puisque comme tu le dis, il y a derrière cela des implications vraiment extrêmement importantes en termes non seulement historiques et archéologiques, mais en termes religieux, social, politiques, etc. C'est une histoire qui m'a empêché de dormir pendant des mois et des mois. Au début, je n'y croyais pas moi-même. Et on a été tout le temps, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, par moments partagé par
par le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une escroquerie? Est-ce qu'on a été le jouet de Mario ou de quelqu'un d'autre? Parce que comme je l'écris à la fin de mon livre, je donnerai cher pour savoir qui est derrière cette affaire. Parce que Mario n'est pas, comment dire, si jamais il y avait une manipulation, il faudrait quand même y voir la manipulation d'un groupe obscur, d'une puissance X ou Y qui a manipulé Mario et à travers Mario nous-mêmes. Et quel intérêt? Oui, l'intérêt, c'est peut-être, oui, quel intérêt on pourrait se demander. Dans cette histoire, évidemment, l'idée d'un contact ancien avec des êtres venus d'ailleurs. Et ce qui est très troublant, c'est de constater la richesse de l'iconographie qui représente ces êtres de type reptilien, ovivipares, c'est-à-dire qui ont des œufs. Il y a même dans certains textiles ces êtres de 3 doigts qui semble expulser un œuf d'un cloaque. Et évidemment, on ne peut pas soupçonner Mario d'avoir manipulé, d'avoir créé toutes ces céramiques, les tissus, les pétroglyphes, les géoglyphes même qui sont observables entre le sud de Lima et le nord du Chili. Et elles sont de culture Paracas et Nazca, c'est-à-dire qu'on parle d'une période relativement longue d'un millier d'années. Puisque la culture de Paracas est en gros moins 800 avant notre ère et la culture Nazca, c'est le 6e, 7e siècle. Bon, il rentre en décadence dans ces siècles. Donc, on parle d'une période de contact qui, quand même, se serait étalée sur de nombreux siècles dans cette région du Pérou. Donc, ça pousse évidemment énormément de questionnements. D'autant plus que depuis des années, on s'intéresse au fameux crâne de Paracas, qui semble indiquer quand même l'existence d'une espèce ou d'une sous-espèce Homo sapiens, puisque tous les crânes allongés de Paracas ne sont pas le fruit de déformations artificielles. Et il est très facile de s'en apercevoir, non seulement par l'étude ADN, mais également par le volume crânial de ces crânes. Et c'est le cas, par exemple, également du crâne de Wawita ou de Maria, lesquels sont supérieurs de 19% des crânes des Homo sapiens. Un crâne Homo sapiens, Pierre-Antoine, que tu le déformes ou pas, il reste toujours à 1400 cm3 de volume. Or, une grande partie des crânes de Paracas sont à 1900, voire au-delà de 2000 cm3. Donc, ça fait forcément appel à des gènes que n'ont pas les Homo sapiens. Alors oui, il y a effectivement énormément d'implications philosophiques, philologiques. Ça va vraiment dans de nombreuses directions et on comprend pourquoi certains spécialistes, certains officiels, non seulement au Pérou mais ailleurs dans le monde, soient gênés par les implications, les conséquences de ce type de découverte. C'est clair que reconnaître la réalité de cela, c'est une révolution copernicienne sur le plan philosophique, sur le plan scientifique, sur le plan religieux, spirituel, car ça bouleverse tout. C'est ce dont je discutais avec Jean-Claude Bourret, par rapport simplement à la reconnaissance qu'on est visité, c'est déjà un énorme pas. Là, c'en est encore un de plus. C'est que non seulement on a été visité, mais il y a même très longtemps, et par des créatures qui sont humanoïdes, mais qui ne sont manifestement pas de notre espèce. Donc c'est vraiment passionnant. Ce que vraiment je vous invite tous, c'est à lire ce livre. Il y a combien de photos en tout? Tu t'en souviens? Il y a 150 photos, il y a 60 plaques de scanner et il y a plus de 100 pages de facsimilés de données brutes, de résultats d'analyse. Et donc, c'est vraiment, je pense, une base
relativement objectif pour se faire une opinion sur cette affaire. Si tout ce qui est mis là-dedans est vrai, c'est quand même un élément qui peut amener un changement, un bouleversement de nos représentations historiques, anthropologiques, philosophiques et scientifiques. Donc on ne peut pas être indifférent devant ce travail. Un grand merci pour ton travail de recherche, pour ton courage aussi. Parce que, bon, bah, il faut quand même être couillu, quoi, pour faire ce que tu fais là-bas, et puis affronter la tourmente de tous les détracteurs qui, pour des raisons... Parce que tout à l'heure, on se posait la question, quel intérêt y aurait-il eu à monter une gigantesque supercherie là-dessus, pour te berner, toi et tout le monde. Par contre, on comprend très vite l'intérêt qu'il peut y avoir à étouffer ça, si cela est vrai. Pour l'anecdote, lorsque nous avons diffusé l'annonce de notre intention de faire des scanners haute définition de ces momies, je peux t'assurer, Pierre-Antoine, que les détracteurs s'en sont donnés à cœur joie à essayer de localiser l'hôpital, à prendre contact avec les directeurs d'hôpitaux régionaux, à les menacer pour éviter de réaliser ces scanners. Alors que, en toute bonne logique, les détracteurs auraient dû nous aider à faire ces scanners HD pour prouver qu'il s'agissait bien d'une escroquerie, d'une fraude. Et donc, c'est vrai qu'ils ont eu un comportement, et jusqu'à aujourd'hui, assez déroutant. Je vais te dire mon sentiment, c'est à cause d'eux, ou grâce à eux, que je me suis dit, c'est du vrai. Parce que justement, si c'était pas du vrai, bon, allez, hop, on en fait vite le tour, on critique et on classe. Mais non, leur pugnacité à combattre à tout craint, finalement, la vérité, c'était pour moi une des plus belles cautions pour vous. Oui, tout à fait. Et je crois qu'on est à 5 ans, à plus de 5 ans du début de cette affaire. Et je pense que si, au bout de 5 ans, malgré toutes les analyses, etc., on est encore en train de se poser la question de la fraude, c'est que il y a pas de fraude. C'est qu'il il faut aller au-delà de cette explication simpliste et qu'il y a bien quelque chose. Et que je crois qu'en toute objectivité, si on regarde les résultats bruts, on ne peut que conclure qu'à l'authenticité. Pour moi, les analyses ADN, par exemple, c'est le résultat, enfin, c'est la preuve finale qui montre que la science moderne est face à une grande énigme. Et bien sûr, on ne va pas dire qu'il s'agit d'espèces exogènes. On a quand même de fortes présomptions et en tout cas, on est face à au moins 2 espèces et à mon avis, il y en avait sûrement davantage, 2 espèces inconnues de la littérature scientifique moderne. Au-delà des analyses ADN, comment des fraudeurs auraient-ils pu fabriquer de toutes pièces des empreintes digitales qui sont non humaines, qui sont non homo sapiens? Je parle des empreintes que l'on a relevées sur les orteils de Maria et qui sont de type inconnu, parallèle, etc. Lorsque les empreintes digitales de l'homo sapiens sont en spirale. Certains ont également assuré que le talon, le calcanéum de Maria, c'est le talon qui permet de marcher, avait été retaillé alors que les scanners HD ont montré qu'ils sont authentiques, qu'ils n'ont pas été retaillés. La petite couche de calcite qui recouvre qui entoure l'os montre bien que ça n'a pas été coupé. Les ligaments, les muscles, les tendons sont rattachés à ces calcanéums et donc tout nous pousse à croire que ces corps sont authentiques. Encore une fois, il y a des anomalies indéniables. Je n'ai pas d'explication pour tout. Moi, je ne suis pas médecin ni même généticien, mais on est quand même obligé à un moment donné de faire confiance à cette armée de chercheurs qui, de toute bonne foi, se sont penchés directement
sur ces corps, soit en venant ici à Cusco ou à Nazca ou à Ica, soit dans leur laboratoire et qui ont conclu que ces corps sont authentiques et qui le jurent mordicus. Je pense qu'il faut être humble. C'est ça aussi la recherche dans quelque domaine que ce soit. Il faut être humble et admettre que l'on ne connaît pas tout, que l'on peut se tromper et que la recherche avance comme ça, avec des petits pas. Et voilà. Bonne continuation dans tes investigations. Je sais que tu as d'autres champs d'études, notamment avec la fameuse cité de Paititi dont on parlera lors d'une prochaine vidéo avec toi, quand ça sera possible. Avec grand plaisir. Avec grand Merci plaisir. À très et à bientôt. bientôt. À bientôt, les amis. Ciao.